Amis lecteurs, amis du Congo, aujourd'hui 3 juillet 2013, il s'est passé un grand événement ici en Belgique. Le roi Albert II a annoncé son abdication pour le 21 juillet prochain au profit de Philippe, son fils. Et pour pouvoir avoir une lecture de ce qui s'est passé, nous avons avec nous un homme d'État belge, un sénateur, M. Bertin Mampaka. Monsieur Bertin Mampaka, bonjour. Bonjour, chef. Nous avons suivi, sûrement que vous, en tant que politique, vous étiez un peu dans les secrets du roi, un peu, si j'ose dire. Est-ce que c'était attendu ou c'est vraiment, ça nous est tombé sous la tête comme c'est arrivé pour nous? Non, il faut reconnaître une chose, c'est que depuis plusieurs années, tous les chroniqueurs, les spécialistes politiques belges disent qu'il faut rénover la monarchie. Je voudrais dire que depuis quelques années maintenant, vous savez que tous les chroniqueurs de politique internationale ou de politique nationale belge expliquent largement que la monarchie belge a besoin d'une rénovation. Il faut la rajeunir, il faut la modifier, il faut la réformer. Il y a différents termes qui ont été utilisés. Alors, l'abdication du roi Albert II, pour ce qui me concerne, à titre individuel, moi, je l'attendais depuis plusieurs années, d'autant plus que le prince Philippe a été préparé à cette tâche depuis qu'il est tout jeune par son oncle Baudouin. Donc je crois que c'est un événement qui est très important. Comme on dit, on va avoir un nouveau roi dans un pays qui est dans sa 6e réforme institutionnelle. C'est un moment charnière. Donc je suis étonné que les gens soient étonnés d'ailleurs de voir que le roi choisisse ce moment pour passer la main à quelqu'un qui a été éduqué, formé, pour pouvoir régner sur un pays qui a certes évolué, mais un pays qui est une monarchie constitutionnelle. Et je rappelle à tous ceux qui se disent républicains que vous savez que dans une monarchie, il y a rarement des dictatures. Et je donne un conseil d'ailleurs à vos téléspectateurs en leur disant, il vaut mieux une monarchie, quelle que soit sa forme, qu'une république où on voit très vite que les dérives en termes autoritaires et du pouvoir, regardez ce qui s'est passé en France avec Nicolas Sarkozy, ce qu'on reproche à François Hollande et à d'autres. Donc dans une monarchie, ce sont des choses qui arrivent rarement, difficilement, et je dirais même une formule, une monarchie est plutôt garante, si vous voulez, d'une forme de démocratie plutôt qu'une république comme certains pourraient le dire. À titre individuel, je ne me l'en suis jamais caché, je trouve que c'est une grande satisfaction. C'est une Belgique moderne, nouvelle, que dirige aujourd'hui ou qui va diriger demain le chef de l'État, c'est-à-dire Philippe de Belgique. Pour votre information, Philippe de Belgique a une 50aine d'années, Benoît Lujen, président du FDH, a une 40aine d'années, l'ancien président du CDNV de Croo, une 40aine d'années, ou Terbeek, je me demande même s'il a 40 ans. Donc la Belgique politique n'a plus 60 ans. Aujourd'hui, Di Rupo est la personnalité la plus âgée à ma connaissance dans ce gouvernement, où tous les ministres sont pour la plupart des gens très jeunes. Cet après-midi, j'étais en commission pour la lutte contre la fraude financière avec John Crombie, qui est le secrétaire d'État aux Finances. Donc tous ces gens, ils ont 30 ans. Donc Philippe va régner avec des gens qui sont des gens de son âge et même avec des gens qui ont même moins d'expérience que lui en matière de gestion de la chose publique. Donc moi, je trouve que c'est une bonne et sage décision du roi Albert II d'avoir, comment dirais-je, de ne pas avoir raté ou loupé la sortie de l'autoroute qui était la bonne sortie. C'était la sortie numéro 20, c'est-à-dire 20 ans après, et le moment où il fallait absolument sortir de la manière la plus honorable possible avant peut-être qu'on ne puisse pas permettre aux nationalistes de vouloir tout simplement remettre en cause l'institution monarchique qui est un ciment, un garant de l'équilibre de ce pays qui nous accueille, pour nous qui sommes belges d'origine africaine, n'est-ce pas, et dont la prospérité est indispensable, parce que quand ça va très mal en Belgique, n'est-ce pas, vous savez bien que les premiers qui vont payer, ce sont les derniers arrivés, et parmi les derniers arrivés, ce n'est pas mes confrères de la communauté marocaine, mais ce sont les Africains qui sont les tout derniers arrivés dans ce pays. Monsieur Bertin Mampaka, je vous ai rencontré pour la première fois ici en Belgique en 1994, c'était il y a pratiquement 20 ans, vous étiez déjà en politique. Donc, vous pouvez nous donner quelques souvenirs sur le roi Albert II, parce que vous avez sûrement suivi et même rencontré.
Voilà, quand on est adjoint au maire, comme on dit en France, parce que l'expression échevin est utilisée uniquement en Belgique ou dans un autre pays, quand on est adjoint au maire de la capitale, c'est-à-dire la ville de Bruxelles, qui est capitale de l'Union européenne, capitale de la Belgique, capitale de la région bruxelloise, et capitale du pays, on est amené assez souvent à rencontrer la famille royale, parce que le protocole d'État voudrait que quand un roi de n'importe quel pays arrive, un président d'un pays arrive, il est reçu ici au Parlement fédéral où nous nous trouvons, il est reçu dans d'autres institutions au niveau européen, mais il est aussi reçu dans une municipalité, la municipalité c'est la ville de Bruxelles. À ce titre, je ne dirais pas qu'Albert II c'est mon ami, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer à différentes reprises, mais je voudrais vous donner pas un scoop, quand même vous dire, par rapport à mes convictions philosophiques et religieuses, j'ai rencontré plus souvent le prince Philippe que je n'ai rencontré le monarque, le roi, qui a aidé la Belgique dans ces moments difficiles pour lesquels il faut reconnaître qu'Albert II a été vraiment un ciment de cette démocratie dans des moments où la Belgique est en train de subir, vous savez, ce qu'on appelle des mutations, parce qu'un homme naît, il grandit, adolescent, il se marie, il devient grand-père, père, grand-père, et puis il décède. Donc, dans cette transformation, Albert II est arrivé pendant 20 ans dans une période où il était nécessaire. La suite doit être faite par les gens qui ont l'âge de Philippe. Hein? Donc, Philippe a l'âge de ceux qui sont en train de faire la transition démocratique de la 6e réforme institutionnelle. Donc, tous ceux qui ne comprennent pas cette évolution naturelle des choses m'étonne en termes d'analyse, d'observation tout simplement. C'est que demain, après du repos, le Premier ministre sera qui? On a beaucoup de chance que ce soit un homme qui ait 43 ans ou 46 ans. Et Albert Philippe à quel âge? Le même âge pratiquement, un peu plus bien entendu. Donc je trouve que la monarchie belge est en train, ce n'est pas parce que les Hollandais l'ont fait, n'est-ce pas, qu'en Belgique, on a été obligé de le faire. Il n'y a pas d'accélération, j'espère en tout cas, mais je pense que dans un État moderne, il y a un moment donné où il faut reconnaître que ceux qui étaient les as de l'ordinateur il y a quelques années, certains ne savent plus ce que c'est qu'un iPad aujourd'hui, parce que tout simplement, ils sont passés du DOS, c'est-à-dire d'Operating System, n'est-ce pas, aujourd'hui à des logiciels d'exploitation qui ne sont plus les mêmes. Monsieur Bertin Mampaka, tout en étant sénateur belge, vous avez des origines congolaises. Et vous avez dit une phrase que j'ai retenue, le roi Albert II n'a pas raté la sortie. La sortie numéro 20 voilà. De l'autoroute. Oui. RD Congo, ce n'est pas une monarchie, c'est une république où il y a aussi un moment de sortie. Oui. Et dans la constitution congolaise, après 2 mandats, le président doit s'en aller. Or, il s'est fait qu'un proche de M. Kabila a publié un livre assez tendancieux comme quoi il faudrait revoir la monarchie, il faudrait revoir la constitution, sous-entendu peut-être donner un 3e mandat à M. Kabila. Quel conseil pouvez-vous donner aux intellectuels congolais par rapport à l'expérience belge en matière de sortie de pouvoir? Aux intellectuels congolais, vous dites? Oui, aux intellectuels. Ou au président Kabila? Non, pas au président, aux intellectuels d'abord parce que c'est eux qui boutiquent toutes les saletés dans l'ombre. Aux intellectuels, je leur dis parce que le Congo a été identifié comme, on a appelé poto-poto. Vous savez, en français, ça devient un mot qui existe en français, le poto-poto. En Belgique, on utilise le mot poto-poto en français pour dire que c'est de la boue. Normalement, le mot français ou le mot dans le patois belge, poto-poto, c'est de la berdouille, c'est de la boue. Alors, le Congo a longtemps eu une image, si vous me permettez, déjà avant Mobutu, d'une espèce de pays où il y avait beaucoup de poto-poto après le départ de Belges. Nous devons changer, vous devez changer, vous les intellectuels congolais, l'image du Congo. Pourquoi est-ce que c'est le Sénégal où Barack Obama s'en va? Parce que c'est un exemple de la démocratie. Pourquoi est-ce que la Zambie qui est derrière? Je pense que les intellectuels congolais, je ne m'adresse pas au président Kabila, je m'adresse aux intellectuels congolais, n'est-ce pas? Les conseillers ne sont pas toujours les payeurs, comme on dit. Ceux qui, dans l'ombre, conseillent toujours mal les gens, vous savez. Même nous, à notre niveau, je suis simple sénateur, nous sommes souvent conseillés par des gens. Et à tous les conseillers, ceux qui conseillent de bien faire ou de mal faire, je dis c'est l'occasion, moi je ne parle pas de personnes, je parle en termes d'institutions. Vous savez, quand on est président de Parlement pendant 40 ans comme Herman Descroix, il y a un jour on se dit je pars, je laisse à mon fils, je suis juste simple député, n'est-ce pas?
il n'y a pas que Kabila dont il faut viser. Il y a des gens qui sont au Congo, qui sont au pouvoir depuis 40 ans. Ce n'est pas un métier pour la vie. On peut faire ça 20 ans et s'en aller, comme Albert II s'en va. C'est un bon exemple d'ailleurs. Alors, ce que je voudrais dire aux intellectuels congolais d'une manière définitive, c'est que profiter pour donner au Congo une image que les gens n'attendent pas, que les Congolais sont capables de faire. Et ça va changer le Congo. L'image du Congo, pour que le Congo devienne l'exemple d'une démocratie naissante, mais qui se construit pour préserver son unité. Et dans tout ça, que ce soit Kabila, que ce soit Kengo Adondo, que ce soit, je ne sais pas, quel autre Premier ministre, Gizenga et Tshisekedi, que j'ai failli oublier, et Kamere et consorts, tous ces gens ont leur rôle à jouer dans une transition démocratique paisible dans un pays qui est menacé, dont l'intégrité est menacée. Donc, je ne dis pas qu'ils doivent se mettre d'accord, mais les intellectuels doivent réfléchir à une transition paisible dans laquelle tous ceux qui ont de l'expérience. Donc, profitez-en, chers amis, frères, et tout ce que je connais qui avaient fréquenté les universités belges, je vous suggère vraiment, vraiment d'essayer de saisir cette opportunité pour donner aux Congolais sa dignité en disant que le Sénégalais n'est pas plus démocratique que le Congolais. N'a pas vocation, le Sénégal n'a pas vocation à être un pays de transition plus que le Congo. Voilà ce que je voudrais tout simplement demander et dire à tous mes amis qui m'écoutent. C'est un conseil, je n'ai pas de leçon à donner, hein, donc je trouve que ça devrait être pareil dans tous les pays où cela se passe. Vous savez, M. Morsi en Égypte vient d'être élu et 12 mois après, les gens demandent son départ, c'est justifié ou pas. En Turquie, c'est pareil. J'ai toujours dit, les élections au Congo, ce n'est pas la présidence. C'est les élections municipales, c'est des élections provinciales, c'est des élections de députés fédéraux et des sénateurs. Votre Sénat n'est pas renouvelé. Commencez par renouveler ça. Ok, M. Bertin Mampaka, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, M. Cheikh. J'espère ne pas avoir blessé personne, c'est tout simplement un point de vue, et c'est un débat. Merci. Le pas? Ah oui, 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 oui. Non, vos compétences. Ah oui, mais c'est ça. Jusque-là, oui. Jusque-là. Et c'est ce trou-là qui s'appelle la place de la Nation numéro 1. Mais ça, il faut expliquer parce que quand je passe. Dire comme l'histoire de choses. Amis lecteurs, amis du Congo, nous avons eu un entretien avec le sénateur Bertin Mampaka. Et maintenant, nous avons un intellectuel, M. Antoine Chitungu. Et dans notre dos, vous voyez, c'est le Palais Royal. Et nous allons lui demander comment il a interprété cela, quelle explication il peut nous donner par rapport à l'abdication du roi Albert II. Monsieur Antoine Chitungu, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est une véritable première dans l'histoire de la monarchie belge. Le roi Albert II a décidé de renoncer à ses prérogatives royales pour passer la main à la jeunesse, comme il l'a dit lui-même dans son discours. C'est une date à marquer d'une pierre blanche, dans la mesure où quitter le pouvoir n'est jamais simple. Et il me faut souligner que le pouvoir royal, c'est un pouvoir qui est revêtu d'une aura de prestige, qui en fait une réalité un peu hors du commun des mortels. Et donc, renoncer aux prérogatives royales à sa propre initiative, je crois que ce n'est pas une décision simple. Et donc, le roi n'est pas parti au petit bonheur à la chance, il a mûrement réfléchi sa décision et il l'a rendu public aujourd'hui de façon solennelle. C'est une entorse, une fameuse entorse dans les us et coutumes de ce pays. Mais c'était quelque chose de très positif, à mon avis, dans la mesure où, lorsqu'une personne prend la décision de renoncer, eh ben, on ne peut que lui rendre hommage, on ne peut que s'en inspirer pour demander à d'autres, dans d'autres contextes aussi, de méditer cet acte gravissime qui va marquer de son empreinte l'histoire de la Belgique.
Je vous prends au mot, monsieur Chitungu. Ici, c'est un royaume. Le roi peut rester au pouvoir jusqu'à sa mort, mais il part avant. Mais dans des pays qui ne sont pas des royaumes, où on doit partir bien avant, les gens cherchent à rester au pouvoir jusqu'à la mort. Et à quoi cela, quelle réflexion vous avez à propos de cela? Le roi est parti sans y être obligé. C'est un acte, un signe de noblesse. C'est un acte qui montre que cet homme a dépassé les contingences ordinaires. Voilà. Dans nos pays, dans les pays auxquels vous faites allusion, le problème c'est celui-là. Pourquoi les hommes s'accrochent-ils au pouvoir jusqu'à ce que parfois mort s'en suive et qu'ils en soient chassés violemment, avec mort à la clé ou pas? Eh bien tout simplement parce que le pouvoir dans ce pays-là, il permet tout simplement à certains individus, à certaines personnes, de s'enrichir, d'enrichir leur petite famille, de rattraper toutes les frustrations qu'ils ont accumulées au cours de leur vie. Et c'est ce qui fait qu'ils ne veulent pas partir. Et l'exercice du pouvoir est tellement ponctué d'actes arbitraires, violents, hors des règles, que ces personnes, on dirait qu'elles ont peur de partir du pouvoir pour ne pas devoir rendre des comptes. Voilà un peu ce que je peux en dire. Mais c'est un mal très profond qui définit, à mon avis, ce qu'on appelle la dictature. Un dictateur, c'est quelqu'un qui imagine qu'on ne peut pas se passer de lui. Voilà, c'est d'abord ça, c'est une définition fondamentale du dictateur. C'est une personne qui se croit indispensable à son peuple, qui se réclame souvent d'une relation particulière avec le peuple, ce qui souvent, en réalité, relève plus du fantasme que de la réalité. Bien, monsieur Antoine Chitungu, nous vous remercions pour votre coup d'œil. Amis lecteurs, amis du Congo, nous sommes devant le palais royal. Le roi Albert II vient d'abdiquer au profit de Philippe, son fils. Nous avons pu causer avec le sénateur Berthe Mampaka, nous avons parlé avec l'historien Antoine Chitungu et nous avons un compatriote ici qui pourrait dire un petit mot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir. Et nous nous retrouvons ici devant le palais royal. Et pourquoi vous vous êtes déplacé? Ah ben voilà, merci pour votre question. Donc personnellement, je me suis déplacé, non seulement seul, mais avec ma famille. C'est parce que pour nous, c'est quand même un grand événement. On a vécu le roi ici pendant 20 ans, de sorte que tout a été très tranquille et calme. Et aujourd'hui, à l'insu de tout le monde, il décide de laisser le pouvoir à son fils. C'est des situations qui est à la fois appréciable et dynamique que nous autres on connaît. Les gens ne laissent pas forcément le pouvoir quand même s'ils sont plus capables. Donc il a fait ce qu'il pouvait faire pour ce pays. Il ne se sent pas capable et il n'a pas hésité de laisser le pouvoir à la jeunesse, donc à son fils. Et raison pour laquelle je suis venu pour honorer quand même cet acte. Ici, le roi peut rester au pouvoir jusqu'à la mort, mais il s'en va. Mais dans nos pays où on a des mandats, on doit partir avant, les gens restent au pouvoir jusqu'à la mort. Quel commentaire est-ce que vous avez par rapport à ça? Ah ben justement, c'est comme ça que je suis venu. En même temps, je profite pour lancer un message devant cet écran. Un roi qui doit rester à vie, qui, selon la Constitution, il devait mourir et son fils devait devenir roi, il cède le pouvoir. Mais c'est une leçon en même temps auprès de mes compatriotes, d'où je tire les origines en Afrique. On doit comprendre qu'à un moment, quand vous êtes plus capable, vous devez laisser les pouvoirs. Mais être capable, ce n'est pas seulement être capable pour le plan sanitaire. Quand vous n'êtes pas non plus capable sur le plan intellectuel, vous ne savez pas gérer les pays, les situations, vous devez céder le pouvoir aux techniciens, aux spécialistes, c'est ça. Alors, moi, je suis venu honorer les rois qui a fait un geste qui m'a marqué beaucoup. Voilà. Ok, merci. Ça, c'est